Et si une simple audition devant le Sénat américain pouvait faire vaciller l'ordre mondial? Imaginez, le général 4 étoiles Michael Langley, silhouette imposante, s'avance dans la lumière des projecteurs et accuse le capitaine Ibrahim Traoré, jeune chef d'État burkinabé, d'utiliser l'or national pour cimenter une alliance secrète avec la Russie. Très vite, le Kremlin réagit. En quelques heures, la colère embrase Ouagadougou, puis déferle sur Bamako, Niamey, Lomé. Des foules entières descendent dans les rues, portées par l'espoir d'un nouvel équilibre des forces. L'accusation de Langley ne vise pas seulement la corruption, elle menace de fissurer les bases de l'influence occidentale sur le continent africain et cible ouvertement toute velléité d'émancipation vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Mais Traoré, là où d'autres auraient plaidé ou nié, adopte une posture inédite. Devant les caméras du monde entier, il ne se défend pas, il ne supplie pas. À la place, il exige publiquement que le général américain avoue avoir menti. Un défi frontal, sans précédent depuis des générations, lancé à la face de Washington. La stupeur gagne les chancelleries, la rue s'embrase, la tension monte. Désormais, la question n'est plus seulement « qui a volé l'or ?», mais « qui fixe les règles du jeu ?» La Russie, flairant une opportunité, s'engouffre dans la brèche. Gestes d'amitié, discours officiels, soutien affiché à la souveraineté africaine. Dans les rues, la jeunesse s'enflamme, voyant dans la réaction de Traoré l'étincelle d'une rupture espérée avec des décennies d'humiliation et de spoliation. Ce bras de fer dépasse la question des coffres forts ou des alliances. Il porte sur la capacité des Africains à choisir leur destin, à contrôler leurs ressources, à décider de leurs partenaires. Si Traoré parvient à retourner l'accusation, c'est la crédibilité de Washington et, au-delà, le monopole de l'Occident sur les règles du jeu international qui chancelle. Mais si la contestation échoue, la souveraineté africaine subira un nouveau coup d'arrêt et le continent risque de replonger dans la dépendance et la tutelle étrangère. À travers cette confrontation, c'est le futur même de l'Afrique qui se joue. Dignité, autonomie, sécurité, développement. Mais comment en est-on arrivé à cet affrontement décisif? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir sur le contexte explosif du Sahel. Avant le choc au Sénat, l'Afrique de l'Ouest était déjà une poudrière. En quelques années, le Sahel est devenu le théâtre d'un basculement sans précédent. Les interventions étrangères, censées stabiliser la région, ont parfois eu l'effet inverse. Rappelez-vous la chute du colonel Kadhafi en Libye, en 2011. Ce bouleversement a libéré des flux d'armes et de combattants qui ont inondé le Mali, puis toute la bande sahélienne. Les accords de paix, les missions onusiennes, les opérations Barkhane ou Serval n'ont pas réussi à ramener la sécurité durablement. Des villages entiers sont aujourd'hui abandonnés, les routes sont truffées de points de contrôle informels et les groupes armés dictent leurs lois sur des centaines de kilomètres carrés. Pourquoi, après des décennies sous l'emprise occidentale, le Burkina Faso ose-t-il aujourd'hui défier ouvertement Washington? Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, longtemps effacé aux yeux du monde, pourrait-il être en train de bouleverser l'ordre international? L'histoire du Burkina Faso est marquée par des épisodes de résistance. Déjà, dans les années 80, Thomas Sankara avait tenté de rompre avec les logiques d'asservissement économique, prônant la souveraineté alimentaire et le refus du paiement de la dette. Il fut assassiné, mais son héritage inspire encore aujourd'hui l'imaginaire collectif, et notamment la jeunesse, avide de justice et de liberté. Tout explose le jour où le général américain Michael Langley, chef de l'AFRICOM, s'exprime d'une voix posée devant le Sénat. Il accuse le capitaine Ibrahim Traoré de détourner des milliards en or, non pour son peuple, mais pour nourrir un pacte secret avec la Russie et armer le groupe Wagner. Il ne s'agit pas d'une simple allégation. Elle est formulée devant la plus haute instance législative américaine, avec le poids de l'appareil d'État derrière elle. Langley évoque des transferts financiers opaques, des contrats miniers occultes et l'implication de sociétés écrans liées à Moscou. Pour Langley, l'affaire dépasse la simple corruption. Il y voit un signal d'alarme. La domination occidentale vacille en Afrique. La Russie et la Chine avancent, profitant de l'effondrement des alliances militaires entre le Sahel,
Paris et Washington. Son discours rappelle d'autres moments de l'histoire où la remise en cause de l'ordre établi a provoqué des crises majeures. La nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956 ou la révolution algérienne contre la France sont autant de précédents qui hantent les esprits occidentaux. Face à ces accusations, le capitaine Traoré ne fléchit pas. Il nie tout, accuse les États-Unis de mensonges et, pour la première fois dans l'histoire de son pays, proclame que l'État contrôle désormais l'or et le réinvestit dans la santé, l'agriculture, l'éducation et la souveraineté alimentaire. Il cite des exemples concrets: ouverture de dispensaires dans la région du Sahel, achat de tracteurs pour les coopératives paysannes, bourse d'études pour les jeunes filles dans les zones rurales. Pour la population, ces annonces font écho à une demande ancienne, celle de voir les richesses du sous-sol profiter enfin aux habitants, et non à des actionnaires étrangers. La réaction américaine est immédiate. Washington tente d'isoler Traoré, espérant étouffer la contestation. Les aides sont suspendues, les partenariats militaires gelés, et la diplomatie américaine multiplie les déclarations alarmistes sur la dérive autoritaire du régime burkinabé. Mais cette manœuvre s'avère périlleuse. Elle nourrit le sentiment d'un néocolonialisme persistant et renforce le rêve d'une Afrique maîtresse de son destin. Dans les médias, des intellectuels africains rappellent le souvenir des sanctions contre le Zimbabwe de Robert Mugabe, qui, en 2001, avait nationalisé les terres agricoles. Ces sanctions, loin de faire plier Harare, avaient renforcé le sentiment d'injustice et de résistance. Derrière ce bras de fer, un enjeu colossal. La perte d'influence occidentale bouleverse la sécurité régionale, fragilise l'économie et pose la question de l'émancipation africaine. Pour les citoyens, il s'agit de dignité, de sécurité et d'un véritable espoir de développement. Les pères de famille redoutent la fermeture des écoles, les jeunes diplômés craignent un avenir sans emploi, mais beaucoup préfèrent risquer l'inconnu que de voir perdurer une situation de dépendance jugée humiliante. Le duel prend une autre dimension lorsque Traoré retourne l'accusation en public. Son geste devient un cri de ralliement pour une génération africaine qui n'accepte plus les vieux jeux de pouvoir. La rupture n'est plus seulement politique, elle devient symbole et peut-être point de non-retour. Dans les universités, les associations étudiantes organisent des débats, des concerts, des projections de films célébrant l'histoire des luttes africaines. Les réseaux sociaux amplifient la voix des militants, et des hashtags comme #Afrique debout ou #Or pour le peuple inondent Twitter et Facebook. Mais derrière les micros et les caméras, d'autres forces s'agitent. Au Burkina Faso, la tension monte dans les rues et dans les coulisses du pouvoir. Des rumeurs circulent sur des tentatives de déstabilisation, des sabotages économiques, voire des projets d'assassinat. Le souvenir des coups d'État qui ont jalonné l'histoire du pays, de Blaise Compaoré à Roch-Marc Christian Caboret, plane sur les esprits. Les militaires, autrefois discrets, sont désormais omniprésents, et la société civile s'organise pour surveiller les dérives potentielles. Et si l'affaire de l'or détourné n'était qu'un écran de fumée? Et si, au-delà de l'accusation de vol, se jouait une lutte acharnée pour l'âme et l'avenir de l'Afrique? Dans les rues de Ouagadougou, des graffitis apparaissent. Notre or, notre avenir. Pas de retour en arrière. Des artistes, écrivains, musiciens s'emparent du débat et produisent des œuvres dénonçant le pillage du continent, mais aussi les risques d'un autoritarisme nationaliste masqué. Lorsque le général américain Michael Langley accuse le capitaine Ibrahim Traoré de piller les richesses du Burkina Faso, il vise bien plus qu'un homme ou un pays. Son message est clair. Il s'agit d'avertir tous ceux qui voudraient s'émanciper de l'orbite occidentale. L'accusation devient une arme pour délégitimer un pouvoir jugé trop indépendant et rappeler à l'ordre les autres dirigeants africains. C'est un avertissement, semblable à ceux lancés dans les années 70 contre le Mozambique de Samora Machel ou la Guinée de Sékou Touré, qui avaient osé choisir une voie différente. Mais Traoré refuse de plier. Sa réponse est sans détour. Selon lui, Washington multiplie les fausses accusations parce qu'il ne supporte pas qu'une nation africaine ose s'affranchir. Il dénonce une volonté américaine de briser toute tentative d'autonomie du continent,
de peur de perdre sa mainmise sur des ressources vitales. Il cite l'exemple du Ghana de Kwame Nkrumah, qui dans les années 60 avait tenté de créer une zone monétaire africaine indépendante et s'était attiré les foudres de la CIA. Pour la première fois, le Burkina Faso proclame officiellement contrôler ses réserves d'or. Traoré affirme que les profits ne filent plus à l'étranger. Il finance désormais hôpitaux, agriculture et réserves nationales. Ces secteurs, longtemps sacrifiés, deviennent le socle d'une souveraineté retrouvée. Le budget de l'éducation est augmenté, des bourses sont distribuées aux jeunes et des programmes de santé maternelle sont lancés dans les zones les plus reculées. Le débat dépasse alors la simple question de la corruption. Il touche à l'essentiel. Qui décide du sort des ressources africaines? Qui bénéficie de la richesse collective? Le combat prend la forme d'une quête de dignité, de contrôle et d'un refus de la domination étrangère. Cette question résonne avec force dans d'autres pays. Au Niger, la contestation contre l'exploitation de l'uranium par Areva. En République démocratique du Congo, les mobilisations contre l'extraction du cobalt par des multinationales. Face à cette tension nouvelle, la jeunesse africaine se mobilise. Des milliers de jeunes investissent les rues, brandissant des slogans et relayant l'indignation en ligne. Ils dénoncent un néocolonialisme persistant et exigent que l'Afrique prenne enfin le contrôle de ses matières premières. Des collectifs citoyens lancent des campagnes pour la transparence dans la gestion des mines et proposent des audits citoyens des budgets publics. Mais cette rupture, porteuse d'espoir, s'accompagne de périls. Pour le Burkina Faso, choisir la souveraineté signifie risquer sanctions, isolement diplomatique, suspension d'aide, voire instabilité intérieure. Le pari de la dignité ouvre une traversée incertaine, où chaque faux pas peut coûter cher. L'histoire regorge d'exemples où l'élan révolutionnaire s'est brisé sur le mur de la réalité. En Guinée-Bissau, l'indépendance conquise dans le sang a été suivie par des décennies de crise économique et de coups d'État. Pourtant, malgré la menace qui plane, l'élan populaire ne faiblit pas. Un nouveau chapitre s'ouvre, où chaque décision compte et où le regard du monde entier reste braqué sur Ouagadougou. Les journalistes étrangers affluent, les analystes publient tribune sur tribune, chacun cherchant à comprendre si l'Afrique est vraiment à un tournant historique. Mais que faire si la souveraineté n'apporte ni paix ni prospérité? Cette question brûlante plane sur le Burkina Faso et, au-delà, sur tout un continent en quête d'émancipation. Sur le terrain, la réalité reste implacable. Malgré les discours, la violence persiste. Les groupes djihadistes gardent le contrôle de vastes territoires. Des millions de Burkinabés sont déplacés. L'économie vacille. Les chiffres sont alarmants. Selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes vivent en situation d'insécurité alimentaire aiguë, et les déplacements internes dépassent le 1,5 million. Les écoles ferment les unes après les autres, les marchés tournent au ralenti, et l'aide internationale s'amenuise. Dans ce climat d'isolement, Ouagadougou se tourne vers la Russie. Moscou promet un soutien militaire, du renseignement et un récit puissant d'anti-impérialisme. Mais rien n'est gratuit. Wagner et les conseillers russes réclament leur part, en concessions minières ou en influence directe sur le pouvoir. Le Burkina Faso gagne-t-il sa liberté, ou troque-t-il une tutelle contre une autre? Les critiques rappellent l'expérience de la Centrafrique, où la présence russe s'est traduite par une dépendance accrue et des violations des droits humains. À l'intérieur, la contestation gronde. Beaucoup dénoncent l'opacité dans la gestion de l'or, la concentration du pouvoir autour de Traoré, la fragilité des institutions. Les médias sont de plus en plus contrôlés, la société civile peine à se faire entendre, l'autoritarisme menace. Cette nouvelle voie pourrait bien reproduire les erreurs des régimes précédents. Promesse de rupture, mais retour à un système fermé, peu transparent. Des ONG locales réclament la publication des contrats miniers, la reddition des comptes et l'organisation d'élections libres dès que la situation sécuritaire le permettra. Si Traoré échoue à stabiliser le pays, il deviendra peut-être le symbole d'un échec cinglant. Un revers qui renforcerait le discours occidental. L'aventure souverainiste mène au chaos, l'émancipation n'est qu'un mirage. Cela risquerait non seulement de décourager d'autres peuples africains,
mais aussi de légitimer, aux yeux du monde, le retour de l'ingérence et de la tutelle étrangère. Les puissances extérieures, qu'elles soient occidentales ou orientales, n'attendent qu'un prétexte pour revenir en force. Le dilemme est cruel. Faut-il sacrifier la stabilité pour la dignité? Oser le changement, quitte à s'enfoncer dans l'incertitude. Ou bien céder au statu quo et renoncer au rêve d'une Afrique enfin maîtresse de son destin. Les débats font rage dans les familles, les radios, les places publiques. Certains prônent la patience, d'autres l'urgence de l'action. Tous s'accordent sur un point. L'heure des choix imposés de l'extérieur doit prendre fin. Pourtant, l'histoire du continent et l'élan populaire qui gonfle les foules à Ouagadougou comme ailleurs rappellent que l'enjeu dépasse la trajectoire d'un seul homme. La lutte ne fait que commencer. Le choix appartient à tout un peuple, pas à un dirigeant isolé. Des expériences passées, comme la révolution tunisienne de 2011, montrent que le renversement d'un système ne garantit pas le succès, mais que l'engagement citoyen peut ouvrir des voies inédites. Dans ce bras de fer mondial, chaque décision prise à Ouagadougou résonne bien au-delà des frontières burkinabais. Le sort du pays cristallise désormais les espoirs, mais aussi les peurs, de tout un continent. Les observateurs internationaux comparent la situation à celle du Vietnam dans les années 60, où l'opposition à la domination étrangère est devenue un symbole global de résistance. Et si nous vivions vraiment la fin de l'ère des puissances tutélaires? Le duel tendu entre Michael Langley et Ibrahim Traoré va bien au-delà d'une simple affaire d'or. Il révèle les fissures béantes du système international, qui définit la bonne gouvernance, qui a le droit de contrôler les ressources, qui décide ce qu'est la souveraineté africaine. Les débats universitaires s'intensifient. Des colloques sont organisés à Dakar, Abidjan, Yaoundé, sur le nouvel ordre africain et les modalités d'un développement autocentré. Les récits s'affrontent. L'Occident brandit la transparence, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance. Les souverainistes africains, eux, dénoncent la domination et les ingérences, revendiquant enfin le droit de choisir leur chemin. Mais pour la jeunesse africaine, ces slogans ne suffisent plus. Le mouvement Y en a marre au Sénégal, les ballets citoyens au Burkina Faso, les collectifs anti-francs CFA, tous réclament des actes, pas seulement des mots. Ceux qui se mobilisent dans les rues ne veulent pas seulement remplacer une tutelle par une autre. Ils exigent des institutions solides, où la transparence ne soit pas une façade, où la redistribution des richesses devienne réelle. Sous le symbole Traoré, la soif de changement est immense. Mais cette aspiration se frotte à une limite de taille. Sans institutions robustes, la souveraineté proclamée reste vulnérable, proie facile d'un nouvel autoritarisme ou d'une dépendance différente. Le cas du Soudan, où la révolution de 2019 a été confisquée par les militaires, est souvent cité comme mise en garde. La montée de la multipolarité change la donne. Fini le temps d'un seul maître. Désormais, la Russie, la Chine, la Turquie ou les Émirats arabes veulent tous leur part du gâteau africain. Pour les États africains, c'est une fenêtre d'opportunité. Négocier, diversifier leurs alliances, acquérir de nouveaux outils de pression. Mais l'envers du décor, ce sont des jeux d'influence plus complexes, des risques de se retrouver enfermés dans de nouvelles dépendances, et la tentation d'instrumentaliser la souveraineté pour confisquer le pouvoir. Les accords de coopération économique se multiplient, mais les contreparties sont souvent opaques, et l'opinion publique reste vigilante. Ce moment, brutal et inédit par son exposition publique, pourrait marquer un tournant. Mais il peut aussi n'être qu'un nouvel épisode où les espoirs d'émancipation sont détournés, étouffés ou récupérés par d'autres puissances. La question demeure, comment éviter que cette nouvelle souveraineté ne rime avec autoritarisme ou que l'Afrique ne reste le théâtre des rivalités étrangères? Des voix s'élèvent pour réclamer la création d'une cour africaine indépendante chargée de contrôler la gestion des ressources naturelles et de sanctionner les abus de pouvoir. Quelles leçons tirer de cette séquence? Où placer l'espoir et la vigilance? Ce bras de fer nous force à repenser la souveraineté, la légitimité et l'avenir du continent africain. Les économistes préconisent la mise en place de fonds souverains transparents, à l'image de la Norvège ou du Botswana,
qui ont réussi à transformer la manne minière en développement durable. À mesure que les lignes bougent, la marge de manœuvre des dirigeants africains s'élargit, mais les dangers se multiplient. Comment transformer l'ouverture actuelle en véritable progrès? Les pistes existent. Renforcer la justice, rendre des comptes, décentraliser le pouvoir, investir dans l'éducation citoyenne. Les pays qui ont réussi leur transition, comme le Ghana ou le Cap-Vert, montrent qu'il est possible de conjuguer indépendance et stabilité, à condition de ne pas sacrifier la démocratie sur l'autel de l'urgence. La vraie question n'est peut-être pas « qui a volé l'or ?», mais bien « qui aura le courage de réinventer l'indépendance africaine ?» L'affaire du général Langlais et du capitaine Traoré n'est que la pointe d'un immense iceberg. Ce scandale dévoile une lutte acharnée, celle du contrôle des richesses africaines et surtout de la souveraineté du continent. Sous les projecteurs du monde, l'Afrique devient l'échiquier des ambitions étrangères. Mais l'Afrique doit-elle se contenter du rôle de spectatrice? Trop souvent, l'histoire de son indépendance s'est écrite au gré de promesses brisées et d'intérêts extérieurs. Aujourd'hui encore, de Washington à Moscou, de Pékin à Paris, tous font leurs offres, sécurité, investissement, stabilité. Mais à qui profite cette modernisation express quand les institutions nationales restent fragiles et que les ressources échappent au peuple? L'enjeu est limpide. Qui détient réellement le pouvoir de décision et dans l'intérêt de qui? Tant que l'Afrique n'aura pas bâti elle-même des institutions solides, capables de résister aux pressions, de maîtriser ses richesses, la souveraineté restera un mirage. L'or, le pétrole, les terres rares continueront d'alimenter la dépendance et l'instabilité. Les exemples du Nigeria, géant pétrolier toujours sous la coupe des compagnies étrangères, ou de la RDC, dont les minerais alimentent des guerres sans fin, rappellent l'urgence de la réforme. Accuser l'Occident ou changer d'allié ne suffit plus. Se tourner vers une autre superpuissance, ce n'est parfois que changer de maître. Le véritable défi, c'est d'imaginer une voie africaine, où la gouvernance, la justice et la transparence deviennent la norme. Où l'on ose enfin demander, l'indépendance est-elle réelle quand les clés du coffre sont ailleurs? Le risque est colossal. Si les sociétés africaines restent passives, si les élites ne se réforment pas, l'Afrique restera la reine des rivalités extérieures, privée des fruits de ses propres richesses. La dignité, la sécurité, l'espoir d'un développement maîtrisé dépendent de la capacité à bâtir des institutions à la hauteur du défi. Les experts suggèrent des mesures concrètes. Audit indépendant, contrôle parlementaire des budgets, protection des lanceurs d'alerte, implication des communautés locales dans la gestion des ressources. Rêver d'une Afrique souveraine n'est pas naïf. Mais voir l'urgence, c'est faire preuve de lucidité. Le monde évolue à grande vitesse. L'Afrique doit choisir pour elle-même, et sans tarder, ce que signifie vraiment l'indépendance. Les générations futures jugeront notre capacité à transformer l'indignation collective en institutions pérennes. Qui osera non seulement défier les généraux, mais aussi refonder le contrat politique et social du continent? L'histoire jugera moins les discours que les actes. À chaque génération, y compris la nôtre, de répondre à une question essentielle. À qui profite l'Afrique?